Bonsoir et bonsoir à ceux qui se joignent à nous, surtout sur Internet, pour la deuxième partie de la soirée, où je vais faire le quatrième enseignement sur Foutez-vous la paix et le dernier. Et je voudrais parler de trois paradoxes dont je fais l'épreuve en explorant Foutez-vous la paix. Le premier paradoxe, le premier, c'est plutôt la première découverte, c'est que je crois que ce qu'on raconte un peu partout, que notre société serait une société de gens individualistes, de gens égoïstes, de gens... en gros, c'est ça qu'on explique partout, hein. Toutes les analyses, on est une société ultra individualiste, de l'égoïste individuel. Et je crois que c'est... Mais encore, là, je parlais précédemment de choses complètement pensées, mais sans rapport à la réalité. Je crois que là, c'est complètement faux. Je crois que les gens ne sont pas du tout... on ne vit pas du tout une société individualiste. On vit une société... où les gens, au contraire, ne sont pas du tout individualistes. On est dans une société de l'hyper-performance où les gens se sacrifient complètement pour cette dictature de la rentabilité qui prend tout dans ses raies. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça fait, oui, on est une société pas du tout individualiste, une société où rien n'a le droit d'être. Tout est soumis au rendement qu'il doit produire. C'est vrai pour le fleuve, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les êtres humains. Moi, j'étais très sensible, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, je ne sais plus du tout où, du reste, peut-être quelqu'un pourrait m'aider. Il y a quelqu'un qui a écrit une tribune dans un journal, ça a eu pas mal de bruit, où elle parlait de son enfant de 3 ans, donc j'ai complètement oublié le nom, mais disons qu'il s'appelait Nathan, mais ce n'était pas Nathan. Et la maîtresse a écrit, il a 3 ans, il est à l'école maternelle. Nathan commence enfin à comprendre qu'il est à l'école pour apprendre et s'éduquer. Et la mère écrivait une longue lettre en disant, mais à quel point elle trouvait ça d'une violence extrême qu'à 3 ans, on ait ce rapport-là. J'en parle dans mon livre, moi je ne savais pas cette histoire-là, mais je raconte dans mon livre ce que des parents m'avaient confié. Leur fille, qui avait peut-être 4-5 ans, elle est en vacances, ils la mettent au bord de la plage tous les après-midi faire du trampoline. Et à la fin de la semaine, la monitrice leur donne un bulletin d'évaluation. Coordination, pas mauvaise, communication avec les autres, peut mieux faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est d'essayer de voir un phénomène, c'est-à-dire comment on en arrive à trouver que l'évaluation d'un enfant de 3 ans ou de 5 ans qui fait du trampoline, au fond, c'est bien parce que ça va les aider à progresser, à être plus rapidement productifs dans l'hyperperformance, de la déshumanisation radicale de tout. Donc je pense que là, on sait complètement, je pense que les analystes se trompent, mais radicalement, que le discours partout qui est fait est complètement faux. Et que c'est pourquoi j'ai écrit ce livre « Foutez-vous la paix ». Il faut que les êtres humains apprennent à se foutre la paix, c'est-à-dire à sauvegarder quelque chose dans leur propre humanité. Les enfants, dès 3 ans, ont le droit, il faut les apprendre à se foutre la paix pour qu'ils puissent être des enfants. Et maintenant, pour reprendre la question sur le calme et tout ça, vous avez dû voir que maintenant il faut que les enfants soient calmes. Et la méditation est là pour calmer les enfants. Grâce à la méditation, on va calmer les enfants.
moi, c'est la dernière chose que je voudrais que mes enfants deviennent calmes. Il y a quelque chose, c'est tellement violent. Vouloir que ces enfants soient calmes, c'est vouloir que vos enfants ne soient pas des enfants pour que vous soyez tranquilles. C'est ça. Ils sont un peu trop des enfants. Alors, ça bouge, ça court. J'ai lu dernièrement, je ne sais plus quel écrivain a écrit, si on voulait que les enfants soient calmes, on aurait choisi d'avoir des poissons rouges. Ben oui. Donc je pense que ceux qui promeuvent la méditation pour que les enfants soient calmes feraient mieux d'acheter, de vendre des poissons rouges. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est extrêmement violent de vouloir calmer les enfants. Ce n'est pas du tout pareil que de vouloir apaiser les enfants. si je veux que mon enfant soit calme, c'est-à-dire je veux qu'il ne soit plus un enfant, je veux que moi je sois complètement tranquille, en gros, je veux lui donner de la ritaline pour en faire une sorte d'animal. Tandis que si jamais je veux l'apaiser, je veux le laisser être qui il est. Je veux qu'il puisse être pleinement qui il est. Par exemple, si vous voulez calmer votre enfant, je ne sais pas comment vous faites, par exemple, je ne sais pas. Mais si vous voulez l'apaiser, par exemple, on voit tout de suite, vous allez lui faire un câlin, il rentre de l'école, il est un peu inquiet. Comment vous allez l'apaiser? Vous allez lui faire un câlin, vous allez l'écouter, peut-être qu'il a eu un petit problème à l'école, il va vous raconter, ça va aller mieux. Tandis que si vous voulez le calmer, oui. Alors là, on va faire des exercices de respiration et de méditation. Tu as l'air un peu énervé, on va se calmer. Ah, mais moi, et puis en plus, comme moi j'enseignais la méditation, c'est moi qui serais coupable de... Déjà, je me sens assez coupable comme ça, mais là, ça serait vraiment le pompon. Vous imaginez tous les enfants qui seraient torturés à cause de moi. Donc, je veux surtout insister, non. Tandis que si on veut méditer, au fond, si on comprend que méditer, c'est comme se foutre la paix, ben c'est comme faire un câlin à un enfant. Quand on médite, on fait ça. C'est comme on fait un câlin... On s'écoute. Oui, c'est comme ça. Là, je pense qu'on est un peu perdu du bon sens. Moi, il y a plein de journalistes qui m'appellent et me disent alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on est stressé? Comme s'il y avait une technique. Mais comment on fait quand son enfant est stressé? Ben, on l'écoute. L'enfant, j'ai dit, on fait un câlin, c'est très bien. Si on a une amie qui vient vous voir, on ne fait peut-être pas tout de suite un câlin. On lui dit, est-ce que tu veux une tasse de thé, par exemple? Non. Moi, ou est-ce que tu veux boire un verre? Non, on fait un truc comme ça. Et la personne dit, ah oui, ça fait un sas, elle se pose, elle est contente, non? Ben, méditer, c'est pareil. Méditer, c'est comme boire une tasse de thé. C'est pas, vous voyez, c'est ça, ce geste. C'est pas, mais c'est effrayant. Parce que vous voyez pourquoi c'est effrayant? D'abord, c'est con. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais c'est effrayant parce qu'on veut quoi? On veut que les gens n'aient plus d'émotion, que les gens soient purement déshumanisés. C'est ça, derrière l'idée de calme, il y a l'idée de comment on va déshumaniser encore les gens davantage. C'est pas possible. Donc ça, c'était, je crois, le premier point, c'est je crois qu'on a tout faux dans l'analyse de ce qui crée problème aujourd'hui. Imaginez, les gens croient qu'on va mal parce qu'on n'a pas réussi à avoir des outils pour bien gérer son stress. Vous imaginez, mais comment on peut parler comme ça? Non, on va mal parce qu'on veut nous donner des outils pour mieux gérer notre stress. C'est pour ça qu'on va mal. Comme s'il fallait tout gérer. C'est complètement... C'est juste... vous savez, on veut continuer à déshumaniser la chose. Enfin, déshumaniser la chose, non, déshumaniser notre être. Ce qui est en question dans notre être. Le deuxième point, qui reprend, Adrien l'a dit déjà tout à l'heure, donc il a au fond, j'ai plus grand-chose à dire, c'était une remarque que je crois très importante, c'est se foutre la paix. C'est à la fois se foutre la paix dans ce qui se manifeste comme une sorte de tension. Je suis pris par le fait de vouloir être parfait, de vouloir tout contrôler, d'être dans l'hyper-performance, donc je me fous la paix. Je reviens là à quelque chose de sain, de simple.
Mais quand je suis découragé, j'en ai marre, je me fous la paix. Ça ne veut pas du tout dire je me fous la paix, je m'effondre encore plus. Non, je me fous la paix, je reviens, je me fous la paix, je suis déprimé, je me fous la paix, j'écoute le fait que je sois déprimé, et en faisant ça, en me foutant la paix là, je reviens à la vie qui est toujours là en moi. Et donc, se foutre la paix, c'est à la fois enlever la pression et retrouver ce qui est vivifiant. Et c'est les deux mouvements. Quand les gens sont déprimés au sens ordinaire, regardent la télévision toute la journée, c'est justement parce qu'ils ne se foutent pas la paix. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rentrer en rapport à ce qui ne va pas en eux, là, à ce qui est bloqué en eux. Donc ils pensent qu'en restant allongé, ça va s'arranger, qu'en regardant une émission de plus, ça va s'arranger. Tandis que quand on se fout la paix, on prend le temps, je ne fais rien. Pendant 5 minutes, je ne fais rien. J'en peux plus, je ne fais rien. J'écoute vraiment ce qui se passe, je suis patient, je me confie je me fous la peine, donc je me confie à ce qui est là, ça vous parle, ça vous donne, et vous ne vous sentiez pas bien, et d'un seul coup, vous vous confiez, ça va se transformer. Ça demande juste un léger mouvement de patience. Donc ça, je crois, très important, parce qu'il y a un grand malentendu. On pourrait croire que je me fous la paix, ça veut dire que je n'ai plus aucune... Je renonce, mais je renonce à rien du tout. Je me fous la paix, c'est le contraire du renoncement. Je me fous la paix, et donc je ne me laisse plus faire. Ça, c'est bien. Et le troisième paradoxe, c'est que foutez-vous la paix, c'est le plus simple. C'est vraiment... Mon gardien, il est très content depuis qu'il a entendu parler foutez-vous la paix, ça lui parle très profondément. Il n'aura sans doute pas envie de méditer, je ne crois pas que ce soit trop son truc, mais, ça viendra peut-être, mais en tout cas pour l'instant, ce n'est pas ça qui l'intéresse, mais foutez-vous la paix, il comprend, ça lui parle. Parce que tout le monde est pris par cette dictature de la rentabilité déshumanisante. Et mais, pour ceux qui sont engagés dans la pratique, c'est aussi la perspective la plus profonde sur la méditation. Foutez-vous la paix. C'est vraiment la quintessence la plus profonde de la pratique, puisque c'est un geste de confiance le plus profond et le plus nu qu'on puisse faire. Et en parlant de foutez-vous la paix, je voudrais à la fois simplifier l'approche de la pratique par rapport à toute une certaine manière dont elle est présentée, mais je voudrais aussi lui rendre sa profondeur. Parce que je trouve qu'on a un peu abîmé la profondeur de la pratique. Je trouve que la présenter comme une sorte de gymnastique pour augmenter ses performances cérébrales, ça a du sens, mais ça enlève quelque chose de la profondeur de la pratique et comment dans ce geste, je redécouvre quelque chose de la profondeur de ce qu'est l'existence humaine. Donc voilà un peu les 3 éléments qui me semblent vraiment centrales de où j'en suis, disons, du travail que je fais là depuis quelques mois après avoir écrit le livre, d'explorer ce que veut dire foutez-vous la paix, de voir à quel point ça permet de vraiment comprendre le grand malentendu qu'il y a sur l'analyse de notre société. Comment foutez-vous la paix, c'est en rien un renoncement, mais c'est au contraire une vivification du courage, c'est un geste de courage. Et comment foutez-vous la paix, c'est vraiment retrouver la profondeur au cœur de ce qu'a fait toutes les grandes dimensions humaines dans la philosophie, dans la poésie, dans la spiritualité, partout. Quand on creuse, on voit que c'est ça qui est le sommet de ce que les êtres humains ont réussi à penser.
Voilà, donc si... Voilà, j'ai fini ce que je voulais dire pour cette 4e séance. C'est donc la fin de mes 4 présentations dans l'école de Foutez-vous la paix. J'aurai l'occasion de continuer à faire des présentations de Foutez-vous la paix dans plusieurs villes en province et de continuer à faire ce travail. Mais l'essentiel, je crois que je l'ai dit là. La prochaine étape, pour ceux qui voudraient approfondir Foutez-vous la paix, je ferai un séminaire cet été, où là, je voudrais essayer d'approfondir ce paradoxe, le dernier paradoxe que j'ai montré, pourquoi c'est le plus simple et c'est le plus profond. Et quelle est cette profondeur? Et cette profondeur, je voudrais dire 2 mots, pour que tout le monde ne viendra sans doute pas au séminaire cet été, même si je souhaiterais que tout le monde puisse venir. On fait chaque année un séminaire, ça aura lieu du 4 au 12 août dans le Jura. Mais comme ça vous donne la perspective de ce que j'essaye de penser. D'un côté, c'est le point ultime de la philosophie dans son aventure moderne. Je crois que le sens profond de Foutez-vous la paix, c'est le renversement philosophique qui apparaît avec Nietzsche, qu'on va trouver aussi chez Heidegger et Wittgenstein, pour sortir de l'idée que le sujet est un individu isolé qui décide par la volonté, une volonté qu'on pourrait dire une sorte mécanique. Je fais quelque chose sur le réel qui produit un effet. Donc il y a une sorte de sujet qui agit sur une réalité extérieure à lui, et que ça, c'est un modèle qui rend compte de la vérité de l'existence humaine. C'est ça que va essayer de mettre en question Nietzsche de manière extrêmement profonde, en montrant à quel point là, il y a quelque chose d'extrêmement violent qui est dû à la source de la désespérance humaine, de ce qu'il appelle le nihilisme, et qui est au cœur aussi de ce qu'essayent de voir Heidegger et Wittgenstein, qui vont essayer de sortir de cet enfermement dans une compréhension de l'existence humaine à partir de la volonté. Et qu'est-ce que ça voudrait dire d'apprendre à entendre une autre modalité d'action qui est l'essai. Et quand je vous parle d'écoute, ça a à voir avec ce laisser. Quel est ce laisser? Donc ça, c'est un champ extrêmement, je crois, extrêmement important, parce qu'on est très prisonnier de cette histoire de la philosophie. On reste encore très prisonnier d'un certain cartésianisme qui nous emprisonne, et il est temps comme décloisonnement, pour se libérer de ça. Les gens veulent se libérer de plein de choses et personne ne veut se... Là, je crois que ce soir, il y a un débat politique et personne ne va parler que le vrai décloisonnement, la vraie libération, elle n'est pas du tout... moi, j'écoutais un peu tous les discours de tous les candidats aux élections. Personne ne parle du vrai décloisonnement, qui est le décloisonnement de cet emprisonnement de l'individu comme individu isolé et dont l'essentiel serait la volonté. Et qu'il y a quelque chose d'autre qui serait comment on apprend un être humain, comment on apprend un être humain à laisser être, à se laisser être. Ça serait vraiment, vraiment révolutionnaire. C'est beaucoup plus révolutionnaire que ce qu'on présente. Peut-être je vais me présenter à l'élection présidentielle. Ah non, c'était une mauvaise blague. Là, je vois tout de suite, ça je pense c'est le cauchemar. Donc ça c'est vraiment un grand axe de révolution. Dans le séminaire, on verra aussi comment cette révolution est pensée d'un point de vue thérapeutique. C'est extrêmement éclairant de voir que les grands thérapeutes du XXe siècle ont vraiment essayé de penser comment la guérison ne se fait pas par la volonté. Comment quelqu'un qui est angoissé ne peut pas décider de ne plus être angoissé. Que le travail qu'il y a à faire est un travail d'écoute qu'a à voir avec justement Foutez-vous la paix. Qu'il y a là un changement de paradigme extrêmement profond. Et je parlerai de plusieurs choses, mais en partie évidemment pour ceux qui me connaissent, du travail et des dialogues que j'ai pu faire avec François Roustan et d'autres hypnothérapeutes qui ont beaucoup travaillé sur cette question-là, ce que dit Erickson. Enfin, là, il y a beaucoup de choses, mais je parlerai aussi d'autres approches, ce qui s'est passé dans l'école de Palo Alto, ce qui se passe dans ACT, dans de nombreuses formes. Comment là, il y a quelque chose comme un renversement étrangement, qui n'est pas, dont on ne prend pas la mesure et qui est extrêmement éclairant, et qui est en train d'aujourd'hui
Aujourd'hui, moi, je participe à beaucoup de travaux autour de la question de l'hypnose. Je serai au grand colloque d'hypnose la semaine prochaine à Clermont-Ferrand. Et on voit que c'est des questions qui deviennent importantes. Il y a un troisième axe où on peut voir ce renversement, c'est toute la dimension poétique. On voit bien que le sens profond de l'art, qui est un peu oublié aujourd'hui, le sens profond de l'art a à voir avec le rapport à l'œuvre, à la fois pour celui qui fait une œuvre d'art que pour celui qui ouvre un rapport à l'œuvre d'art, comme le fait de laisser quelque chose se montrer. Et aujourd'hui, je pense qu'un des grands problèmes de la transmission, de l'éducation tout entière, c'est qu'on n'entend plus que le cœur du mouvement de la culture repose dans un geste où on se fout la paix pour laisser. J'ai été écouté hier de la musique. L'expérience de la musique, c'est vraiment on se fout la paix pour foutre la paix à la musique et la laisser, elle, se déployer. Et à partir de là, on n'a pas besoin de référence. Et c'est très très difficile d'entendre ça, car tout le discours sur la culture est absolument, mais sans dessus-dessous, tout est incroyablement abîmé, et c'est un problème majeur. Je veux dire, le problème majeur, c'est aujourd'hui le problème de l'éducation. C'est-à-dire, si on veut que les choses changent, il faut repenser l'éducation absolument. C'est vraiment l'urgence. L'éducation des enfants, des adolescents, mais notre éducation à nous aussi. Et là, foutez-vous la paix, c'est redonner à l'éducation sa place véritable, qui est comment une œuvre d'art vous repose dans votre humanité. Elle n'est pas là ni comme divertissement, ni pour vous donner, je ne sais pas quelle émotion, elle est là pour quelque chose de beaucoup plus radical. Elle sauve quelque chose. Elle repose quelque chose au bon endroit. Aujourd'hui, c'est plus audible, mais toute société humaine s'est fondée avec une entente de la culture qui institue une dimension de vivre en commun. Donc, vous voyez, là, c'est des choses. Et puis, le dernier point, j'essaierai de parler un peu de la dimension spirituelle autour de Foutez-vous la paix, puisque Foutez-vous la paix, on peut dire, c'est le sommet de la mystique chrétienne, de la spiritualité chrétienne. Au fond, on pourrait dire en langage chrétien, qu'est-ce que c'est Foutez-vous la paix? C'est la découverte de la grâce. Et donc, je vous parlerai de ce que c'est la découverte de la grâce et la découverte de l'amour, puisqu'au fond, l'amour, c'est se laisser aimer, se laisser être aimé et laisser l'amour en nous œuvrer. Et donc, Foutez-vous la paix, ça a à voir avec cette perspective-là. Et puis, on verra aussi comment, dans la perspective bouddhiste, cette perspective a été le cœur de la transmission dans toute la tradition bouddhique, même si, étrangement, plus personne ne sait ça aujourd'hui de la tradition bouddhique. C'est un étrange malentendu. On a l'impression que le bouddhisme est une sorte de discipline carcérale, de gymnastique qu'il faut réussir à faire, alors que ça parle justement d'un laisser-être qui est extrêmement précisément décrit. Donc ça c'est un peu la perspective que je voudrais essayer de donner un peu d'ampleur à ce geste Foutez-vous la paix dans ce séminaire, parce que je crois que ça peut rendre encore plus concret, paradoxalement, on pourrait dire, il n'y a rien de moins concret que de parler de ça. Je pense que ça rend au contraire, ça rend ce geste extrêmement concret. Et puis je donnerai beaucoup d'exercices qui nous aident à faire ce geste en profondeur, et de découvrir les différentes modalités de comment on peut faire pour se foutre la paix. Donc voilà, c'est ça la direction que je prends et qui prendra forme cet été. Mais ça vous donne quand même une direction. Et si vous avez des questions, vous êtes vraiment maintenant bienvenus. Bonsoir Fabrice. Petite question sur les expériences de lâcher prise, où j'ai dans certains cas des perceptions visuelles dans l'accueil de ces images que je laisse vagabonder dans mon esprit, qui me rappellent des expériences sous ayahuasca.
Et la question que je me suis posée, du coup, après, a posteriori, c'est est-ce que c'est de l'ordre du souvenir au niveau de ce qui se passe dans le cortex à ce moment-là, ou est-ce que c'est une production d'images qui se produit à ce moment-là, en fait, par la méditation? Ça revient au même. Je ne vois pas où serait la différence. Souvenir ou produit, c'est des événements mentaux, dans les deux cas. Je mets ma casquette de bouddhiste pour 2 minutes, c'est exactement ces deux événements mentaux qui n'ont aucune... ça ne change strictement rien. C'est des samskaras comme les autres. Tu es bouddhiste. Un petit peu. Philosophie. Désolé, j'avais mal tenu. Juste d'un point de vue philosophique, en fait, je n'aborde pas du tout la dimension religieuse. Non, mais d'un point de vue philosophique, voilà, puis comme tu connais, c'est des samskaras comme les autres. Donc le mieux, c'est de se foutre la paix et de se laisser libérer des samskaras, c'est-à-dire des contenus mentaux. Merci. C'est clair ? Oui, non, tout à fait. Enfin, c'était juste lié au fait que l'interrogation est quand même forte. Enfin, pour les personnes qui connaissent l'expérience de l'ayahuasca, on est dans un état de conscience modifié avec des perceptions qui sont vraiment très différentes de la réalité. Et dans ces perceptions-là, on reconnaît des états qui sont vraiment très propres à l'ayahuasca et qu'on n'a pas du tout dans la vie quotidienne. Et de les percevoir, enfin ça a été un choc en fait de le percevoir sous méditation, puisque je ne m'attendais pas à avoir ce genre de perception. Et donc du coup ma question a déjà été posée. Ça a été de voir après coup, a posteriori, s'il y avait un distinguo à faire sur le plan visuel. Merci. Moi, je n'ai pas tout bien compris, hein. C'est un peu compliqué pour moi. Mais est-ce que, moi, ce que j'ai compris, en lisant le livre et à travers tout ce qui vient d'être dit, c'est que simplement, est-ce que foutez-vous la paix par rapport à la méditation, c'est simplement accepter qu'on est imparfait et puis se laisser être, point. Oui, c'est très bien. Vous avez tout compris. C'est tout à fait ça. Se laisser être, ce que j'ai essayé d'expliquer là, voilà, c'est que se laisser être, c'est profondément, si je reformule ce que j'essaie de dire, se laisser être, si on l'entend bien, c'est profondément, j'allais dire révolutionnaire, mais je ne sais pas si le mot est beau, mais c'est un changement radical de perspective par rapport à tout ce qu'on nous apprend et tout ce qu'on nous dit. C'est sans doute aujourd'hui apprendre à se laisser être et accepter de ne pas être parfait, accepter nos imperfections. C'est sans doute aujourd'hui ce qui répond le plus profondément à la souffrance de notre temps et qui, à mon avis, n'est pas assez vu. Moi, je suis très primaire, en fait, dans le rapport direct par rapport à la méditation. C'est simplement être, accepter, enfin, pas accepter, il y a un côté mental. Là, vous êtes dans une mystique très profonde. Je suis un peu... Parce que c'est tout à fait ça. La méditation, du point de vue de la plus haute spiritualité, c'est juste ça. C'est comme ça que... C'est marrant parce que vous ne savez pas, mais c'est exactement comme ça que parlent les grands textes. Enfin, si vous lisez... vous faites du Madame Guyon sans le savoir. Il y en a qui font du Monsieur Jourdain sans le savoir, mais vous faites du Madame Guyon sans le savoir, qui était une des plus grandes mystiques du XVIIe siècle. Alors elle dit exactement comme vous, elle dit. Comment vous avez commencé ? Je suis primaire. Voilà. Madame Guyon, elle dit comme ça. Je suis complètement primaire, mais la chose que je peux vous dire, c'est juste, soyez. Les gens, les a rendus fous. Faites attention, ils l'ont mis à la Bastille parce que ça les a paniqués. Donc, alors pas pour... Aujourd'hui, ça paniquerait les gens à cause de la dictature de la rentabilité. À l'époque, vous imaginez, vous dites ça. Alors, vous savez pourquoi ils l'ont... devinette. Quel est ton prénom ? Eliane ? Devinette. Pourquoi avoir dit ça, ça a conduit Madame Guyon à être mis à la Bastille ? C'est une devinette, c'est pas facile. Mais... Est-ce que quelqu'un peut deviner, mais qu'il ne sait pas la réponse ? Ah ben voilà. Vous imaginez ?
l'Église, elle va dire « Ah non, 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 vous ne pouvez pas vous autoriser juste à être et dire en plus que c'est primordial. Primaire, ça veut dire aussi primordial. Non, vous devez suivre les prêtres. Vous ne pouvez pas avoir accès comme ça, juste soyez. Non, non, vous juste ne soyez pas, suivez ce que va vous dire le prêtre. Et donc, ils n'ont pas du tout apprécié. C'est ça que votre remarque est primaire, primordiale. Et c'est tout à fait ça. C'est juste soyez. Et c'est ça qui est très beau. C'est très simple et très profond. Et il faut tenir les deux ensemble. Dès que ça devient trop profond, ah non, non, c'est juste trop simple, c'est juste primaire. Et quand on dit c'est primaire, oui, mais c'est très profond. Et c'est ça, le cœur de ce qu'il faut réussir à entendre. C'est très primaire et très profond. Et c'est très profond parce que c'est très primaire. Ce sera la dernière question. Il faut que ce soit une question. Hein. Vraiment? Oui. Je me fous la paix, peut-être pas. Ce sera peut-être pas une question. En fait, je voulais juste relever en fait, par rapport, je vous dis, les deux premiers points, là, dire le niveau de la conscience, en fait, au niveau après de se foutre la paix, c'est-à-dire se déconditionner. Et je trouve quelque chose qu'on parle, là c'est une question, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'on ne parle pas assez souvent, c'est l'aspect d'universalité, en fait. C'est-à-dire la connexion qu'on a de ce qu'on est, c'est-à-dire, c'est pour ça que vous dites les gens, ils se sentent individualistes. On nous fait croire, en fait, moi j'ai une autre vision, c'est que les gens pensent qu'ils sont complètement à part. Et c'est ça qui crée leur individualisme. Ils pensent qu'ils sont exceptionnels et tout ce qui se passe c'est hyper important. Et du coup, c'est ça qui fait que les gens ne sont pas connectés. Il faut se déconditionner à ce niveau-là, c'est-à-dire se dire... Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que les gens sont exceptionnels. Moi, je pense que tout le monde a raison. Enfin, les gens devraient mieux sentir comme ils sont exceptionnels. Et ça fait partie, c'est ce que je dis. Très bien. C'est-à-dire que... Non, parce que tu as dit, les gens croient qu'ils sont individualistes et... Je n'ai pas dit ça, j'ai dit, comme vous, je partage que on dit beaucoup, les gens aujourd'hui dans notre société sont individualistes, etc. Moi, je dis, c'est une mauvaise vision, en fait, de tout ce qui nous rassemble, c'est-à-dire ce qu'on est, en fait, ça va au-delà de ce qu'on croit qu'on est, en fait, c'est-à-dire l'énergie qu'on a en nous, l'énergie... Moi, c'est ce que je disais, j'avais discuté avec une dame très intéressante, et je lui disais, en fait, que... moi, je trouve, c'est comme ça que je vois les choses, c'est je suis un arbre, je suis une fleur, je suis l'eau, je fais partie de ce monde, j'ai ma place dans ce monde, en dehors de toute cette société encarquée. Voilà, comme dit Pierre Rabhi, on est dans une boîte, on dort dans une boîte, on travaille dans une boîte, après on finit dans une boîte. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il y a autre chose. Et c'est ça, je voulais savoir si vous étiez d'accord que c'est important de parler de ça aussi, de cet universel, c'est-à-dire que on fait partie d'un tout, voilà. C'est ça que je voulais savoir, si ça aussi, ça fait partie de votre philosophie, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes réceptif ou pas, voilà. D'un certain point de vue, oui. C'est juste. Qui peut dire le contraire? C'est évident. C'est évident qu'on est ensemble. Donc, je crois que ça, c'est vraiment très juste. On est ensemble. On est toujours ensemble avec quelque chose. Et dans le même temps, on n'est pas assez individualiste. C'est dommage. Il faut qu'on soit plus individualiste. Il faut oser
être vraiment ce que chacun d'entre nous est. Ça, je crois que c'est très important. Je crois que ça, c'est vraiment... C'est-à-dire, voilà ça que je peux dire. Je suis entièrement d'accord, c'est évident, c'est une évidence. Qui ici ne serait pas d'accord? Mais je crois qu'on est trop connecté et qu'on n'est pas assez individualiste, et que c'est vraiment dommage. Soyez moins connectés, soyez plus individualistes. Voilà, merci beaucoup.